Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est le traitement de la princesse. Et ici, on est ce qu'on appelle des high value persons, c'est-à-dire des personnes à forte valeur ajoutée. Je vous explique tout de suite après ce que c'est. C'est pourquoi on mérite le traitement de la princesse ou du prince si vous êtes un homme. Ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà de quoi je parle. Les autres, suivez-moi, c'est gratuit. Mais le traitement de la princesse, c'est être traité comme tel par ses proches et par son entourage. Oui, parce qu'ici, c'est bien connu, nous sommes des princes et des princesses, n'est-ce pas? Donc, aux États-Unis, on parle beaucoup des high value persons, c'est-à-dire des personnes qui amènent de la valeur dans sa propre vie et dans celle des autres. C'est pourquoi on doit être remercié en bonne et due forme par son entourage en recevant le traitement de la princesse. Attention, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a plus de valeur que les autres, non, c'est simplement une personne qui inspire, qui rayonne, qui brille, qui illumine la pièce grosso modo. Et quand, comme vous et moi, on sait qu'on mérite ce qu'on appelle le traitement de la princesse, c'est-à-dire le meilleur, le fait d'être chouchouté, on sait que les gens ont une chance inouïe de nous côtoyer, eh bien ça ne va pas sans rien. Il faut établir des standards plus élevés pour que notre meilleure version, celle qu'on souhaite atteindre, reçoive le traitement de la princesse. Vous n'avez pas à devenir votre meilleure version de vous-même, vous avez simplement à devenir vous-même again, parce que peut-être que vous êtes oublié. Et vous méritez le traitement de la princesse. Traitez-vous comme si vous étiez cette princesse et espérez-en autant parce que vous en donnerez autant aux autres. Comme dirait Jim Kwik, la façon dont on fait quelque chose, c'est la façon dont on fait absolument tout. Par exemple, si vous faites hyper mal votre lit, ou pas du tout, je vous vois, ou que par exemple vous bâclez les tâches comme le ménage, l'administratif, etc., ça en dit long sur comment vous faites le reste des choses. Petit moment d'introspection, demandez-vous comment est-ce que vous faites votre lit. Alors on va essayer de level up, de s'élever tous ensemble en changeant quelques petits trucs du quotidien, quelques petits aspects de nos vies pour recevoir le traitement de la princesse. Il va donc falloir élever nos standards et décider qu'on mérite ce traitement-là. C'est pas encore une fois pour arranger la façon dont les gens nous perçoivent ou comment on va faire pour devenir plus attirant pour les autres. Non. C'est vraiment la base du développement personnel. C'est level up dans toutes les sphères de sa vie pour être abondant financièrement, relationnellement, physiquement, etc. et devenir le 1% de la population qui mène une vie riche, intense et captivante. Quand on est ce 1%-là, ça va inspirer parce que peu de personnes y parviennent, notamment à cause de croyances limitantes, etc., etc. Trop de gens restent bloqués dans des conforts inconfortables. Donc quand on est le 1% des gens qui parvient à vivre une vie passionnante, eh bien on va attirer, inspirer et donner envie aux autres de nous fréquenter. Et pour ça, ils savent qu'ils doivent se donner à fond parce que nos standards sont élevés. Donc comme on veut tous devenir des HVP ici, des personnes à forte valeur ajoutée, je vais vous expliquer exactement comment faire pour pimper votre vie et vivre dans la sérénité, l'amour, la lumière, etc. On va commencer par voir à quoi ressemble une HVP, identifier nos traits de caractère qui ne le sont pas et ce qui nous empêche de l'être ou de le devenir, puis évidemment, comment faire pour y remédier. Pour la petite histoire, j'ai récemment élevé mes standards en amitié par exemple, de façon très terre à terre. C'est-à-dire que j'ai pris un fichier Excel, j'ai fait une liste de toutes mes fréquentations et en face de chacun, j'ai écrit comment je me sens quand je les vois. Est-ce que j'estime qu'ils sont faits pour la plus haute version de moi-même? Qu'est-ce qu'ils m'apportent dans la relation? Est-ce que j'aime être leur ami ou quoi que ce soit comme relation? Est-ce qu'on se tire vers le haut? Et j'ai très vite visualisé ce qui n'avait plus rien à faire dans ma vie. Je me suis également posé la question, et ça c'est vraiment la base quand on attend le traitement de la princesse, et moi, qu'est-ce que j'apporte à cette personne? Parce que c'est bien beau d'être hyper exigeant avec les autres, mais encore faut-il l'être aussi avec soi-même. Quelle est ma valeur pour cette personne? On se pose assez rarement la question, donc aujourd'hui je vous le demande. Qu'apportez-vous à votre entourage? C'est, vous savez, cette question d'entretien insupportable. Et si j'appelais vos amis ou votre ancien manager, que dirait-il de vous? Mais parfois, dans la vie perso, ça vaut aussi le coup de se la poser. Le traitement de la princesse, ça va aussi avec le fait de traiter les autres comme tels. Qu'est-ce qu'une HVP? C'est globalement le profil dont je vous parle très régulièrement, c'est-à-dire nous, nos futurs, nous, les amis, c'est-à-dire quelqu'un qui se suffit à lui-même, qui s'instruit, qui n'a pas le temps pour les gossips et pour le drama, qui n'a pas le temps pour les gens qui vibrent bas parce qu'on veut apporter de la valeur, on veut contribuer à quelque chose de plus beau, de meilleur, de plus harmonieux. Avant de devenir abondant pour les autres, il va falloir déjà de le devenir pour soi-même. On ne peut pas avoir des standards élevés pour les autres si on n'en a pas pour soi-même. Sinon on passe pour une diva. Quand on applique à soi-même ce qu'on attend des autres, forcément là on force le respect. La première étape,
pour élever ses standards et espérer le princess treatment, c'est déjà d'aller faire un travail intérieur, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a blessés, c'est du shadow work, du travail de l'ombre, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a tel traumatisme, pourquoi est-ce qu'on a peur de telle chose, d'où vient cette peur des araignées par exemple, ou de l'avion, n'est-ce pas? Quels sont nos traits de caractère, quels sont ce qu'on appelle communément les défauts ou nos parts d'ombre, etc., etc. Déjà, faire ce travail-là, ça vous sépare de 95% des gens. La dernière fois, j'ai croisé quelqu'un dans un meeting qui m'a dit « Oh, moi, le développement personnel, c'est pas trop mon truc. » Oui, il y a des gens pour qui aller comprendre les relations, sa relation à soi-même, sa relation à ses parents, etc., c'est trop lourd, trop intense, ou parfois ils n'en voient pas l'intérêt et c'est totalement ok. Et d'ailleurs, c'est la majorité des gens. Bien que le gap tende à se rétrécir un petit peu avec l'essor de livres développement personnel, etc., mais quand même, à l'échelle planétaire, le développement personnel, ça concerne assez peu de monde, ce qui fait que quand on s'y intéresse un petit peu, quand on fait un petit travail sur soi, on est déjà différent de la majorité des gens. D'ailleurs, j'ai vu une étude qui m'a étonnée, seulement 2% des Français ont déjà consulté un psychologue ou un psychiatre. C'est très révélateur. Donc, nous, les 1% des gens, ou en tout cas nos futurs selfs, les 1%, on va essayer d'apprendre ce qui nous différencie des 99% des gens. Et on va essayer de guérir nos traumas. Une fois qu'on a fait ce travail intérieur, de comprendre qui on est exactement, qu'est-ce qui nous a blessés, comment faire pour y remédier, etc., on va parler des relations. On va d'abord parler des relations de couple, et ensuite on finira par les relations amicales. Quand on est célibataire, quelque part, au départ, on est un peu accro à l'attente que ça procure, à l'adrénaline que ça procure de courir après les gens parce qu'on n'a pas forcément élevé ses standards. Et l'attente qu'il ou elle nous réponde, qu'il nous fasse une petite attention, qu'il nous surprenne, ça finalement, ça nous rend accro. Si bien que parfois, quand on tombe sur des gens super cool qui répondent, qui nous aiment, qui nous montrent de l'intérêt, ça nous semble trop facile. C'est-à-dire qu'on se dit, je sais pas, j'aime bien cette personne, mais en même temps, elle a l'air un peu needy. J'ai pas trop ces papillons dans le ventre. Faux! La passion est confondue avec le fait de courir après quelqu'un. Donc si vous êtes célibataire, au lieu de chercher celui qui va vous faire galérer ou celle qui va vous fuir, non! Focus! Regardez autour de vous, il y a des gens qui voient votre valeur et qui essaient de vous le montrer, et c'est pas parce qu'ils sont trop gentils ou c'est pas parce que c'est trop facile. Parfois, être dans un couple, ça peut être aussi très fluide, et ça peut être aussi ok. Vous méritez que les gens réalisent à quel point vous avez de la valeur. Ça sert à rien d'aller chercher celui qui vous fait galérer et qui vous ghoste une fois sur deux. Après, quand on commence sa vie amoureuse ou même au long de sa vie, on a parfois besoin de tomber sur des gens différents pour établir ses standards. On quitte une relation, on se dit ok, voilà, ça m'allait pas, ça c'est ce que je veux plus jamais. On sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus jamais. Et pour être épanoui en couple, parfois, ça passe par des relations un petit peu chaotiques. Et je pense qu'on est tous passés par là. C'est fou parce que parfois, on n'a pas l'habitude d'avoir des gens autour de nous respectueux. Et ça nous semble ennuyeux à mourir, cette stabilité. On part du principe qu'on n'est pas à fond parce qu'on est addict au fait de courir. Ça a l'air ennuyeux de ne rien avoir à faire, de s'occuper de rien, de se laisser porter, de se laisser traiter comme une princesse ou comme un prince. Et quand les personnes en face de nous font le boulot, on n'a pas besoin de stresser parce qu'ils organisent tout, parce qu'ils sont très contents, parce qu'ils sont demandeurs de nous revoir, eh bien ça nous fait bader. Alors qu'en fait, quand on a élevé ses standards, on se rend compte que finalement c'est peut-être la personne qu'il nous faut. Donc à partir de maintenant, si vous êtes célibataire, faites-moi cette faveur, cherchez des personnes qui vous font grandir, qui vous font vous sentir en sécurité, arrêtez d'être accro à des sensations qui finalement ne sont que néfastes à long terme. Je ne sais pas vous, mais moi à l'époque je cherchais par exemple un homme gentil, sportif, beau et fidèle. Maintenant, si on me demandait ce que je cherche, c'est une personne stable émotionnellement, qui est disponible émotionnellement, ouvert, ambitieux, spirituel, etc. Ça n'a plus rien à voir. La gentillesse, c'est la base et on va d'ailleurs la définir cette gentillesse. Quand on est en couple, parfois on normalise les relations toxiques. Et on normalise aussi l'irrespect. Parfois, dans des relations de couple, on se crie dessus, on se ghost, on raccroche le téléphone sans dire au revoir, etc., etc. Et ça paraît la norme, ça paraît normal. Les amis, ça n'est pas normal. On ne devrait pas vous crier dessus, on ne devrait pas vous raccrocher au nez, on ne devrait pas vous insulter. Et vice-versa. Et quand on est jeune, on valorise beaucoup le physique. Quand on grandit, quand on mûrit, on comprend qu'en fait le physique, certes, est fort agréable, et c'est ok, mais il y a bien plus. C'est pas tout d'être beau, c'est pas tout d'être sexy, d'être hot. Il faut aussi en avoir dans la cervelle, il faut aussi être ouvert, être émotionnellement intelligent. D'ailleurs, je vous recommande vivement ce livre-là, L'intelligence émotionnelle, il est incroyable. Je me souviens à l'époque, avec mes copines, on attendait que nos crushs nous écrivent. Et quand ils nous écrivaient, on était en folie, trop. On leur donnait le bon Dieu sans confession, alors qu'en fait, ils n'avaient absolument rien eu à faire. Ils avaient juste à écrire un texto. Parfois, les personnes que vous chasez, derrière lesquelles vous courez, n'ont jamais eu à faire aucun effort pour vous montrer que vous êtes la personne qu'ils veulent. Et ça, les amis, c'est vraiment avoir des standards très 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 bas. Les gens qui vous fréquentent doivent vous montrer qu'ils savent à quel point vous avez de la valeur. Et vous aussi, vous devez montrer à quel point vos relations ont de la valeur tout en les chérissant. Autre point intéressant pour
espérer recevoir le traitement de la princesse, c'est de commencer à avoir des attentes. C'est ok d'avoir des attentes, c'est ok d'avoir des critères dans la vie, dans un job, dans une situation, des standards par exemple dans un logement qu'on loue, et c'est ok d'avoir des attentes envers les autres. Et si elles ne sont pas remplies, on a aussi le droit de partir. Se considérer comme un prince ou une princesse, c'est pas être la diva, bien sûr. C'est savoir qu'on a énormément de valeur à proposer et donc se comporter comme tel. Souvent, en entreprise, par exemple, on a l'impression de devoir travailler dur, sinon notre patron va nous virer. Mais l'inverse est aussi vrai, on peut licencier son patron ou son entreprise, by the way. Attention, quand je vous dis qu'on a énormément de valeur à proposer et qu'on le sait, encore faut-il en être persuadé. C'est pas en regardant Netflix toute la journée, en mangeant des chips et en ne bougeant pas de son canapé qu'on a de la valeur à proposer. Donc, please, on se focus et on s'élève. En entretien, par exemple, en entretien d'embauche, avant, je me contentais de répondre aux questions. Et maintenant, et je vous donne ce petit tips aussi, pour inverser un peu la tendance, je pose des questions du genre: pourquoi le poste est-il à pourvoir? Est-ce que la personne d'avant est partie? Pourquoi elle est partie? Comment est-ce que vous valorisez vos employés? Si vous deviez me convaincre de travailler avec vous, que diriez-vous? Il faut inverser la tendance. Pourquoi est-ce que c'est l'employeur qui questionne l'employé potentiel? Ça marche dans les deux sens. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on cherche un job dans une offre d'emploi, la liste est longue comme le bras de tâches à accomplir. Par contre, les avantages, c'est ok, ticket restaurant, métro à moitié remboursé et une bonne ambiance de travail. Super! Un truc copier-coller, quoi. Mais c'est une offre d'emploi. Un cadeau, quoi, en fait, si on résume. Donc, si tu m'offres un emploi, qu'est-ce que j'y gagne concrètement? Et ça ne s'arrête pas au salaire. Toute personne ayant fait un burn-out sait que l'épanouissement professionnel ne passe absolument pas uniquement par le salaire. Donc bref, ayons des attentes. J'ai des attentes au restaurant, j'ai des attentes dans mes relations, j'attends que les gens me montrent qu'ils savent qu'ils ont de la chance que je sois dans leur vie, parce que oui, ils ont de la chance, je suis à l'écoute, je les surprends, je les chéris, je m'instruis, je fais le travail, je leur rends service, etc. Et évidemment, j'en attends tout autant en face. Soyez ok avec le fait d'avoir des standards élevés. Ensuite, faites des solo dates, des rendez-vous avec vous-même. J'ai échangé avec l'une d'entre vous sur les réseaux, en réponse à l'une de mes stories où je me montrais en solo date, en parlant des rendez-vous avec soi-même, autrement dit des moments, des journées, des après-midi ou des soirées qu'on passe seul avec soi, et elle me disait qu'elle était terrifiée. Vous êtes terrifiée d'être seul avec vous-même, d'aller au restaurant seul, d'aller au cinéma seul, d'aller vous balader seul, de vous filmer seul, de faire des selfies seul, de laisser ses écouteurs et son casque au placard, et ça c'est terriblement révélateur d'un manque d'amour et d'un manque d'estime de soi. Pourquoi les moments quali devraient être réservés aux autres? Comme dirait Leonardo DiCaprio, le jour où vous avez le pouvoir de manger tout seul au restaurant, vous pouvez tout faire dans la vie. Et je vous en ai fait tout un épisode si ça vous intéresse. Les rendez-vous avec soi-même, généralement, on craint que les gens pensent qu'on est un loser, seul, pas désirable, pas attirant. Mais qui vous a dit que c'était ça? À l'inverse, moi je trouve que les gens qui sont seuls, qui font des choses que personne ne fait, ont confiance en eux, aiment être avec eux-mêmes et franchement moi ça m'attire. Pourquoi partir du principe que tu n'as pas d'amis si tu fais des solo dates? Tu peux aussi choisir d'être seul. La solitude, je vous en ai fait tout un épisode d'ailleurs. Ça n'est pas lame, c'est pas honteux, c'est pas une honte d'être seul, c'est aussi une marque d'amour-propre. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous voyez des gens qui sont à plusieurs, qu'ils sont âmes sœurs, qu'ils s'adorent, etc. Il y a des gens, ils sont ensemble au restaurant, ils sont sur leur téléphone. Il y a des gens qui vont boire un café ensemble, mais en fait ils peuvent pas se saquer. Ils vont bitcher dès qu'ils vont se séparer. Il y a des gens qui ne s'apprécient pas ou qui sont pas forcément dans une relation saine et pour autant qui sont ensemble au restaurant. Alors peut-être qu'ils ont des bonnes relations, mais peut-être pas. Et pour tous ceux qui auraient peur du regard des autres, admettons que vous rentrez dans un café et que les gens vous jugent, alors que vous vous posez tranquille et les gens vous jugent, se moquent de vous, parlent sur vous. Ok, et est-ce que ce sont vos gens? Non, ce sont des gens si malheureux et si insécures qu'ils projettent sur vous leur état d'esprit dans la pénurie. Ils sont tellement attachés à juger les autres qu'ils ne peuvent pas imaginer passer une seule seconde avec leurs propres pensées, seuls avec eux-mêmes. Donc on devrait se sentir plutôt désolé et avoir de l'empathie pour eux, parce que c'est super triste de ne pas pouvoir être seul. Ils n'ont simplement pas encore fait le travail. Mais ça, encore une fois, c'est le pire scénario, parce qu'en réalité, vraiment, si vous voulez que je vous dise, personne ne vous juge, personne ne vous regarde. Si ça se trouve, ils vous trouvent trop beau ou belle, ça se trouve, ils se disent que vous êtes super courageux. Pourquoi vous partez directement du principe que les gens qui vous regardent se moquent de vous? Tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi directement partir du principe que les gens pensent à vous d'une façon négative? Si vous pensez que les autres vous jugent, c'est que vous vous jugez vous-même. Et à la fin, quand vous rentrez chez vous, quand vous faites des dates avec vous-même, des solo dates, vous êtes super fiers de vous. Vous avez davantage confiance en vous parce que vous avez tenu parole à vous-même, vous avez passé du temps avec vous-même, vous avez appris à vous connaître, et vous avez appris à vous aimer, thank you very much. Et forcément, vous allez vous sentir mieux parce que vous avez eu envie de faire quelque chose, personne n'était disponible ou simplement vous aviez eu envie de le faire seul, et vous l'avez fait. Donc vous êtes quelqu'un de fiable pour vous-même. Et peu importe que vous ayez plein d'amis ou que vous soyez en couple,
ça ne devrait jamais compromettre le temps que vous passez avec vous-même. Personnellement, j'ai plein d'amis, ça m'empêche pas d'aller au restaurant toute seule. Et j'ai radicalement amélioré ma relation à moi-même quand j'ai commencé à m'emmener moi-même en date. Je me prends des après-midi spa, ou bien je vais déjeuner dans mon resto favori à Paris, ou à l'IFI si tu m'entends. Parfois, je marche juste, sans but, sans écouteurs, je laisse aller mes pensées vagabonder, des fois je vais au cinéma, des fois je vais voir des expositions, et on se pimpe, s'il vous plaît, quand on fait des rendez-vous avec soi-même, comme si c'était notre premier encart, avec un crush qu'on convoite depuis longtemps. C'est en appréciant passer du temps avec soi-même que les autres apprécieront. On veut que les autres nous apprécient, mais on ne s'apprécie pas soi-même. C'est comme le respect, on veut que les gens nous respectent, mais quand on ne fixe pas de limites, comment peuvent-ils nous respecter si nous-mêmes on se respecte pas? Donc, on va élever ses standards et on va aussi se donner à soi-même ce qu'on attend des autres, à savoir le traitement de la princesse. Vous devez trouver des gens qui sont, entre guillemets, attention, gros guillemets, obsédés par vous. Je suis pas en train de vous dire de trouver des freaks et des espèces de stalkers, on n'est pas dans You. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez trouver des gens qui comprennent à quel point ils ont de la chance. Exemple. Ah, tu veux me ghoster? Ou tu veux me faire attendre une semaine pour répondre à mon message? Non. Drapeau rouge. Vous devez vouloir le meilleur pour vous-même, comme si c'était pour vos enfants, comme si c'était pour votre meilleur ami. Je pense à tellement de gens qui se remettent avec leurs ex, alors que il ou elle a clairement montré un manque de respect. Pourquoi tu te remets avec ton ex? Si ça s'est terminé, c'est que ça s'est terminé. S'il t'a manqué de respect, pourquoi tu retournes vers quelqu'un qui t'a manqué de respect? On est 8 milliards sur cette terre. C'est ok de pardonner une fois, attention, en fonction des circonstances. Et encore, j'ai envie de vous dire que l'erreur est humaine et qu'on ne peut pas être aussi radical, mais pour moi, cheat on me once, shame on you, cheat on me twice, shame on me. Si tu me trompes une fois, la honte sur toi, tu me trompes 2 fois, honte à moi. Cette citation signifie que si tu me manques de respect une fois, c'est ok parce que je pouvais pas le savoir. Par contre, si ça se reproduit, c'est que j'ai pas assez mis de limites. J'ai une copine qui attend que le mec qu'elle fréquente lui réponde et elle accepte dès qu'il lui propose quelque chose. Ça, c'est non. C'est des standards trop bas et on mérite bien mieux que ça. Dites-vous que vous n'êtes pas fait pour tout le monde et non, les gens n'ont pas à vous faire galérer. Et tout le monde ne peut pas avoir accès à votre lumière et tant mieux parce que tout le monde n'est pas pour vous. Donc arrêtons de forcer les connexions. Ça, c'est une grande leçon qui m'a mis une sacrée claque cette année. C'est que tout le monde ne peut pas voir votre lumière. Parfois, on ne comprend pas la distance ou la fin d'une relation, je vous en parle dans l'épisode sur les relations amicales, ou bien on ne comprend pas pourquoi la personne ne fait pas d'efforts pour nous, etc. Et ça ne sert à rien d'essayer, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien d'essayer de convaincre la personne, mais moi j'ai fait ça pour toi, j'étais là quand t'avais besoin, stop! On arrête de se justifier pour obtenir de l'attention ou pour changer les gens. Pareil, ce que je faisais beaucoup avant, c'était d'essayer d'apprendre aux gens comment me traiter. Tu pourrais me proposer un regard, ou bien tu m'as ghosté, ou encore pas de réponse ou pas de nouvelles. Stop! C'est juste que cette personne n'est pas pour vous, et si elle n'est pas all-in avec vous, si elle donne pas tout, en mode tapis avec vous, vous ne devriez pas lui accorder de l'importance. Vous devez être, entre guillemets, obsédé par vous-même, c'est-à-dire vous aimez tellement que vous refusez de baisser vos standards, et vous devez savoir ce que vous apportez à la table. Vous savez que vous êtes un ami, un parent, un pote fabuleux, et que cette personne en face de vous qui ne le voit pas n'est pas votre personne. Quelqu'un vous verra, quelqu'un le verra. Il fera ce qu'il faut pour vous avoir ou pour vous garder. On n'apprend pas aux gens comment nous aimer ou nous apprécier. Ce qu'on peut par contre leur montrer, c'est comment nous on s'aime, nous-mêmes, et à quel point on se respecte. Et ça donne le ton. Ça établit à quel point on a envie d'être respecté quand on se respecte. Autre règle très importante quand on veut élever ses standards, c'est rester un peu secret. Ne donnez pas trop d'informations sur vous. Avant, j'étais un panier percé d'informations, je racontais absolument tout à tout le monde, je faisais confiance à tout le monde, je disais « Oh non, mais moi je fais plus confiance aux hommes parce que Pierre-Paul Jacques m'a trompé ». Même vous qui écoutez ce podcast, vous le savez que j'ai été trompée plusieurs fois. C'est valable en relation amoureuse, mais aussi en amitié. Quand on commence à connaître quelqu'un, on ne dévoile pas tout de suite ses standards. Non. Certes, on a élevé ses standards, mais on ne va pas aller lui dire ce qu'on n'aime pas, etc. C'est la partie la plus difficile si vous êtes comme moi, parce qu'à la base, moi je suis pas du tout mystérieuse, et j'ai appris à l'être de petit à petit. On ne dévoile pas ses cartes, c'est un peu comme au poker. Un mec qui vous invite à prendre un verre n'a pas besoin de connaître ni quelles sont vos limites, ni ce que vous avez vécu dans le passé, ou ce nouvel ami n'a pas besoin de savoir que vous avez été déçu dans le passé par un ami, ça doit rester secret jusqu'à ce qu'on soit sûr que ce soit notre personne. Pourquoi ? Parce que si vous dévoilez ce qui vous a blessé dans le passé, ça va montrer clairement comment faire pour vous manipuler et comment faire pour vous avoir dans la poche. Donc, en gros, quand on se confie comme ça et qu'on est en mode all-in et qu'on balance toutes les informations, on est en train de leur dire clairement « voilà ce qui me fait du mal, voilà comment j'aime que les gens soient avec moi, et c'est la feuille de route idéale pour les gens mal intentionnés, ou pire encore, les gens malheureux, ou les pervers narcissiques. » On observe, on ne dit rien, on se détache et on verra bien ce qui se passe. Et voir comment l'autre nous traite nous donne aussi beaucoup d'informations sur comment il nous perçoit. On laisse l'autre être comme il est, on ne lui donne pas de directives, ça c'est la partie la plus difficile. Et on laisse aussi l'autre être comme il est vraiment pour voir s'il nous convient.
On va pas commencer à lui dire j'aimerais trop qu'on m'offre des fleurs, parce que d'une part, s'il le fait, ce sera pas naturel, et de deux, en fait, on ne saura jamais si c'est quelque chose qu'il aurait pu faire. Et quand, par exemple, on va aller dire à un mec qu'on a vu 3 fois dans notre vie « j'ai beaucoup souffert parce que mon ex m'a trompé », lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire « ok, elle l'a accepté, donc ça veut dire que peut-être je peux être un tout petit peu mieux que ça, et ça va passer. Dans tous les cas, ça sera pas difficile pour moi d'être un petit peu mieux de son ex. » Non, tu dois être au top niveau. Ne dites pas aux gens comment vous avez eu l'habitude d'être traité, parce que ça en dit long sur ce que vous tolérez. Qu'est-ce qu'on dit? On dit « mes anciennes relations étaient ok, elles m'ont beaucoup appris, j'ai fait des erreurs, il y a des relations qui ne me convenaient pas. » Et ainsi, l'autre ne sait pas à quoi vous êtes habitué. Il va donc devoir vous, entre guillemets, gagner. Ne montrez pas que vous êtes quelqu'un qui a l'habitude du bare minimum, du strict minimum. Avant, j'avais l'habitude de dire du mal de mes ex. Et en fait, c'est une très mauvaise idée. D'une part, parce que ça donne trop d'informations, mais en plus, ça veut dire que je suis une personne qui parle mal des gens. Et j'ai pas du tout envie d'être comme ça. Avant, j'avais toujours envie de donner mes attentes au début de la relation, histoire de fixer clairement les limites. Est-ce que vous êtes comme moi? Par protection, bien sûr, ou par peur d'être déçu, mais en faisant ça, je montrais aussi directement où est-ce que j'avais mal, ce que j'appréciais pas chez quelqu'un, sans laisser à l'autre l'opportunité de me montrer qui il était, et sans pouvoir avoir l'opportunité de l'observer. Finalement, en faisant ça, c'est comme si on obligeait un peu l'autre à se comporter d'une certaine façon, ce qui ne fait que retarder sa vraie nature. Parce qu'au début, évidemment, chacun essaie de se montrer sous son meilleur jour. Donc on arrête de discréditer nos relations passées. Et la deuxième raison à cela, c'est parce que les gens qui manquent de confiance en eux, les gens qui ne sont pas guéris, parlent mal des autres. Et on va pas se mentir, quand on est encore blessé, on parle très mal de ses ex. Donc c'est aussi révélateur qu'on a encore de la peine, qu'on est encore blessé quand on parle mal de nos relations passées, que ce soit en couple ou amicales. Exemple très hautement philosophique, Rihanna, frappée par son petit ami Chris Brown, qui dans une interview a confié en fait qu'il avait agi comme ça parce qu'il était malheureux. Quel recul, quelle force de caractère de ne pas l'insulter. Rihanna, tout le monde a vu qu'elle a été frappée, elle se sentait humiliée, et pour autant, elle comprend. Elle a fait certainement un gros travail, mais elle comprend qu'en fait c'est simplement parce qu'il était malheureux. C'est pas parce que c'est un connard, mais comment ça? Non, juste il a fait ça parce qu'il était malheureux. Donc si vous détestez vos ex, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous n'avez pas encore guéri. Au lieu de vous dire comment j'ai pu tolérer ça, j'ai fréquenté que des connards, non. La relation vous a appris de nouvelles choses, et on ne sait pas exactement ce qui nous convient jusqu'à ce qu'on l'expérimente. C'est aussi utile d'avoir les relations un peu laborieuses, et heureusement quand on rencontre parfois, ça permet de se mettre à jour soi-même sur ce qu'on pensait vouloir. Exemple, j'ai une amie qui pensait vouloir un grand sportif de haut niveau, ce qu'elle a eu, et en fait elle s'est rendue compte de tous les sacrifices que ça implique. Donc on ajoute, ok, ça j'en veux pas, ça j'en veux, et on se connaît mieux soi-même. Donc finalement, merci à toutes les relations passées de nous avoir permis de grandir, de devenir qui nous sommes aujourd'hui, et merci d'avoir mis le doigt sur des traumatismes non guéris. Quand on parle de recevoir le traitement de la princesse, je vous l'ai dit, ça veut aussi dire qu'on le donne. Et donc quand on est dans une relation, amoureuse principalement, mais amicale ça marche aussi, je trouve que l'attitude de l'autre en dit aussi long sur si la relation peut durer ou pas. Ok, nous, on va observer, on va prendre du recul, etc., mais personnellement, je cherche des gens qui vont aussi observer et qui vont pas considérer, ok, elle, j'ai trop envie d'être son amie sans même me connaître. Je pense que l'autre doit aussi observer parce que ça prouve qu'il sait ce qu'il cherche, qu'il prend son temps et qu'il protège son énergie et qu'il ne la donne pas à n'importe qui. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ça va dans les deux sens. C'est un signe qu'une personne n'est pas mal dans sa peau, qu'elle prend son temps, qu'elle n'est pas toujours disponible. Le but, ça n'est pas uniquement de chercher une personne qui voit notre valeur, mais c'est aussi de chercher une personne qui a des standards élevés. Parce que évidemment, on va pas aller s'entourer de personnes qui ont absolument aucune self-esteem, et je vous en parle dans l'épisode sur le fait de se sentir insécure. Ensuite, pour vos prochaines relations, que ce soit amicales, familiales ou amoureuses, autre game changer de cette année, mais quand on entre dans une relation de n'importe quel type, on se met aussi en relation avec le lifestyle de cette personne. Si par exemple vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui boit et qui sort tous les soirs, personnellement c'est non merci pour moi. Ça, je trouve que c'est vrai, en tout cas dans mon entourage, je vous en ai parlé du fait de faire du tri. Aujourd'hui, je fréquente de moins en moins de gens qui ne sont pas dans le même style de vie que moi. On peut avoir des visions différentes, évidemment, mais qu'elles soient compatibles. Par exemple, pour moi, dans mon espace, dans mon environnement, c'est un drapeau rouge direct si la personne se met des murges tous les soirs, par exemple, ou qu'elle se lève super tard, ou qu'elle ne fait jamais rien de ses dimanches. Je crois vraiment qu'on est les gens qu'on fréquente, et il faut vraiment être très protecteur de son énergie. On ne va pas avec quelqu'un, on va pas en relation avec quelqu'un juste parce qu'il ou elle est sympa. On peut être très sympa, fidèle, etc. Mais par contre, est-ce que cette personne travaille dur? Est-ce que cette personne a des valeurs? Est-ce que cette personne fait passer en priorité X ou Y dans sa vie? Est-ce que cette personne aime voyager?
Est-ce que cette personne est très famille ou au contraire, est-ce que cette personne est très fêtarde? Qu'est-ce qui vous convient à vous? Est-ce que cette personne aime s'instruire? Est-ce qu'elle aime ou il aime le sport ou les musées? On fait un état des lieux de la personne pour évaluer si cette personne convient dans notre environnement. Quand on veut élever ses standards, on peut aussi être ralenti parfois parce que la misère, les amis, aiment la compagnie. C'est une phrase qui résonne très fort parce que souvent, on se contente d'anciennes relations parce qu'ils sont là depuis longtemps, parce qu'ils ont été là à une certaine période de notre vie, parce qu'ils sont nos amis du moment, etc. Mais dès qu'on commence à réussir et à sortir un peu du lot, certaines personnes, et c'est d'eux qu'on parle uniquement, commencent à être moins happy ou plus critiques à notre égard. La misère aime la compagnie et les gens n'ont pas envie d'être seuls dans la misère. Donc quand quelqu'un vous tire vers le bas, retenez bien cette phrase. Quand on n'est pas bien dans sa peau, on ne veut pas voir les autres réussir. C'est révélateur d'à quel point il faut s'éloigner et élever ses standards de ce genre de personnes-là. Si votre entourage ne vous soutient pas dans un projet qui vous tient à cœur avec une mission honorable, ça pose question. Je prends souvent l'exemple de, par exemple, arrêter l'alcool ou arrêter le sucre. Et les gens vous disent « Mais vas-y, c'est mon anniversaire, mets-toi une cuite » ou « Allez, c'est bon, c'est un cookie, c'est mon anniversaire, tu peux bien faire une exception ». C'est que c'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du bien, mais plutôt qui se veut du bien à lui-même. Ensuite, dis-moi ce que tu penses et ce que tu dis des autres, et je te dirai si on va se fréquenter. J'ai une copine qui parle des autres, qui me dévoile les secrets des autres, et directement, je me dis, ok, elle, je ne lui ferai jamais confiance et je ne lui confierai jamais mes secrets. Faites attention à comment les gens parlent de leur entourage, comment ils parlent de leur employeur, comment ils parlent de leur famille, comment ils parlent de leurs amis. Quelqu'un qui médit sur ses amis, qui n'est pas forcément là pour sa propre famille ou qui insulte les gens, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qu'on a envie de fréquenter? On peut aussi parler des haters. On arrête de prendre en considération les autres quand on réalise que les gens ne nous perçoivent qu'au stade où ils ont évolué. Donc en fait, le jugement de quelqu'un, c'est une confession. Les gens qui vous détestent, les gens qui vous mettent des sales commentaires sur internet, montrent au monde à quel point ils sont tristes et seuls parce qu'une personne occupée avec une vision long terme et guérie ne va jamais s'engager dans des conversations dramatiques. On ne peut pas élever ses standards si on reste affecté négativement par les gossips, les gens autour de nous qui nous critiquent. Non, nous on est bien et on est si occupés qu'on a compris que quand quelqu'un bitch sur nous, c'est qu'il est juste mal dans sa peau. La seule chose pire que les gens qui parlent de vous, c'est quand personne ne parle de vous. Si les gens n'ont rien à dire, c'est quel ennui. C'est souvent les gens qui réussissent, qui font des choses dont on parle. Les gens qui ne font rien et qui restent dans leur canapé, on n'en dit rien du tout. Si les gens vous détestent, c'est que vous êtes pertinent. Parce que si quelqu'un prend le temps dans sa journée pour vous critiquer ou vous détester, félicitations, vous venez juste d'utiliser leur temps, donc vous les contrôlez. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pour ça que vous ne pouvez pas être au top sans être un sujet de conversation des gens autour de vous. Et ça fait partie de la vie, on doit aussi accepter que les gens parlent, surtout quand ils se sentent menacés. C'est limite un compliment. Donc parlez de nous, parlez de moi. Les gens les plus successful parfois payent très très cher pour même créer un bad buzz. Carrément, les gens payent pour qu'on parle d'eux, même s'ils ont fait quelque chose de mauvais, pour faire de la controverse, mais parce que en fait, de l'attention, c'est toujours de l'attention. Et quand quelqu'un invente des choses ou gossip, vous êtes juste devenu quelqu'un, en fait. Donc bien sûr que ça fait mal, parfois. Ok, on a le droit d'être triste. C'est normal, ça fait pas plaisir d'être trahi ou d'être critiqué. Mais ne passez pas trop de temps dessus. L'opinion des autres n'est pas votre réalité. Pour devenir une personne à haute valeur ajoutée, demandez-vous qu'est-ce que vous avez de nouveau, d'intéressant à raconter. Lisez, vivez des expériences nouvelles, écoutez des podcasts, assistez à des conférences, passez une journée yes man, c'est-à-dire vous dites oui à toutes les propositions qu'on vous fait dans la journée. Écrivez vos nouveaux standards, ce que vous cherchez chez vos partenaires, vos amis, vos nouvelles relations dans votre famille et osez respecter et se respecter aussi, c'est très important. Faire attention à son énergie, ça passe aussi par nettoyer son énergie et quitter les relations actuelles qui ne nous servent plus. Et enfin, pour devenir une HVP, c'est se fixer des petits objectifs dans ces relations en cours. Observez comment ils réagissent à votre succès, à vos projets, etc. Avancez toujours vers une version améliorée de vous-même. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.